Il faudra peut-être juste... Oh! Bonjour tout le monde, contente de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des ventes, les ventes en période de crise et les ventes après, quand il faut rebondir avec notre entreprise. On a la chance aujourd'hui de recevoir Éric Dion et Frédéric Lucas de la firme Prima Ressources, qui offre des services conseils pour accélérer la croissance de vos ventes. Alors, voulez-vous peut-être juste prendre le temps un petit peu de présenter votre firme? Oui, certainement. Donc, je me présente Frédéric Lucas. Je suis le fondateur de Prima Ressources. J'ai fondé Prima en 2007. Donc, ça fait une douzaine d'années que je fais et avec mon équipe des projets de transformation au niveau des ventes. Donc, on se spécialise vraiment dans tous les aspects qui touchent la performance des ventes. Pas mal de monde nous connaissent aussi par notre blog. Donc, on publie aussi depuis déjà plusieurs années. On a au-dessus de 1000 articles publiés là, sur la performance des ventes, la science également en lien avec la performance des ventes. Merci beaucoup, Stéphanie, pour l'invitation aujourd'hui. Très heureux d'être ici. Éric, je te laisse te présenter. Oui, bon matin tout le monde. Content de me joindre à ce Facebook Live. J'imagine que plusieurs gens nous regardent en prenant leur petit café du matin. Bien content d'être là. Donc, je me présente, Éric Dion. Je suis un expert en croissance des ventes aussi. Je fais ça depuis quelques années à temps partiel, mais de façon beaucoup plus intense depuis que je me suis joint avec l'équipe de Prima Ressources. Je suis fasciné personnellement par tout le côté scientifique des ventes, mais aussi du côté artistique. C'est un art faire de la vente, donc c'est un beau mélange de science où c'est très carré, c'est très défini de ce que ça prend pour être bon en vente. Mais en même temps, ça prend un côté créatif et artistique et c'est ce mélange-là, moi, qui me fascine depuis des années. Donc, très content d'avoir l'opportunité, merci Stéphanie, de partager ça avec vous ce matin. Bon, super. Fait qu'écoutez, dans l'auditoire, si au fur et à mesure, on va prendre vos questions. Alors, n'hésitez pas de nous écrire un petit message, puis moi, je poserai les questions à ce moment-là aux gars. On aura à ce moment-là les réponses au fur et à mesure. Alors, ça va nous faire plaisir. Oui, alors, si on commençait peut-être avec, je pense, la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Dans la situation de crise qu'on vit actuellement, où est-ce que, bon, tout notre monde a été bousculé et tout ça, qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de continuer à faire de la prospection, de continuer à faire fonctionner tout notre processus de vente et tout ça? Vous voyez ça comment? Bien, la réponse à ça, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de faire de la prospection. On a un peu la perception, puis on l'a entendu beaucoup dans les dernières semaines, des gens qui disaient « Ouais, mais là, les clients sont occupés, sont en gestion de crise, il ne faut pas les déranger. » Je pense que c'est tout le contraire. Il y a une certaine... Tout le monde a le quotidien un peu chamboulé. C'est la réalité de tout le monde, puis il faut s'adapter à ça. Puis, on en parlait un peu tôt cette semaine, là, mais c'est un peu une ambiance de tempête de neige. Tu sais, les grosses tempêtes où les gens s'entraident, puis le voisin à qui tu n'as jamais parlé vient t'aider à pousser ton auto pour pelleter le banc de neige. On dirait que c'est un peu cette ambiance-là qui est généralisée dans la population. On voit des gens, des voisins qui vont faire des courses pour la voisine, qui déposent un sac sur le balcon. Puis dans le milieu des affaires, c'est un peu la même chose. On a juste à penser à Nicolas Devernois qui a arrêté de faire de la vodka. C'est pas parce qu'il n'en vend pas, il y a des line-up à SAQ ces temps-ci. Il a décidé d'arrêter pour faire du Purell ou des désinfectants. Donc, il y a une entraide communautaire, puis on le voit dans le milieu des affaires, puis les gens ont le goût de partager, ont le goût de parler. C'est pas le temps d'être abrasif puis essayer de closer des grosses opportunités puis d'être agressif. Il ne faut jamais être agressif en vente, mais encore moins là. Il faut s'adapter au contexte, il faut poser des questions, mais c'est le temps ou jamais d'avoir des conversations et prendre le temps de vraiment jaser avec les gens, les appeler, ressentir ce qu'ils vivent. OK. Donc, rester présent avec nos clients. Frédéric, tu allais dire? Oui, c'est ça. Ben, pour ajouter sur ce qu'Éric dit, c'est le temps de vendre sans vendre, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est le temps d'aider. OK? Puis si on pense là à la nature même de ce que fait un vendeur, c'est ça, c'est d'aider ses clients potentiels, puis c'est de les aider à déterminer si oui ou non ils peuvent
avoir un produit, un service ou une solution qui peut résoudre une problématique. Puis Éric le disait un peu tantôt, on a eu des questions comme ça, est-ce que je devrais vendre, je ne devrais pas vendre, les gens sont hésitants. Puis moi, je dis, bien, si vous êtes en mesure d'aider, s'il y a des problèmes que vous êtes en mesure de résoudre dans cette crise-là, absolument. Mais je pense que ce qu'évoquait Éric est important, c'est dans la façon de le faire, dans la façon de l'approcher. Effectivement, ce n'est pas le temps de commencer à mettre de la pression ou d'essayer de conclure des ventes, mais c'est un moment pour être visible, c'est un moment pour... Puis le mot-clé, là, c'est vraiment aider, là. C'est vraiment ça le mot-clé. Puis c'est le moment de semer en ce moment, c'est le moment de remplir son entonnoir des ventes, de générer des nouvelles opportunités. On peut parler de notre expérience chez nous, chez Prima, c'est la question qu'on s'est posée. On a dit, bon, on ne peut pas aider dans les hôpitaux, ce n'est pas notre expertise. Il y a des gens qui font ça, on va suivre les consignes, mais comment on peut aider à partir de notre expertise? Puis le mois de mars a été notre meilleur mois dans l'histoire de la compagnie en termes de génération de nouveaux leads. Donc, on le voit vraiment là, que si on met l'emphase puis qu'on l'approche de la bonne façon, ça peut être un bon timing pour justement vendre, là, je le mets entre guillemets. Ouais. Oui, il ne faut pas assumer non plus, surtout pas, parce que je ne voulais pas t'interrompre, Stéphanie, il ne faut surtout pas assumer. Assumer que les clients n'ont pas le temps de nous parler, assumer que ce n'est pas le bon temps, assumer qu'ils n'achèteront rien. J'ai fait du coaching beaucoup dans les dernières semaines, puis j'ai entendu des exemples de nos clients qui nous disaient « J'ai appelé mes propres clients, puis ils étaient prêts à acheter, puis j'ai eu des grosses commandes, puis je ne pensais pas, je l'appelais juste pour prendre des nouvelles, puis voir comment ils allaient. » Donc, il ne faut pas prétendre, ça prend de l'empathie comme positive, se mettre dans la place du client, mais pas assumer qu'il ne se passe rien, il va peut-être se passer quelque chose. Puis au pire aller, on est juste en train de se construire un pipeline, un entonnoir bien garni pour la reprise des activités dans quelques semaines, quelques mois. On ne le sait pas, mais c'est le temps de se bâtir puis de développer ces relations-là, cette proximité-là avec les clients. Ouais, les affaires continuent en ce moment, c'est clair. Là, je pense que c'est facile d'écouter les nouvelles et de penser qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Puis même si les chiffres sont impressionnants, même si le taux de chômage est à 15 bien, c'est quand même 85 des gens qui ont encore un emploi. Fait que, je pense qu'il faut remettre aussi les choses en perspective puis faire attention de ne pas se faire contaminer négativement là, par toutes les nouvelles qu'on reçoit en ce moment. Je pense que c'est, comme Éric dit, facile d'assumer des choses. Ouais, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Moi, je fais souvent le parallèle en coaching avec mes clients. C'est comme un peu si on jouait au serpent-échelle, au jeu du serpent-échelle comme avec nos enfants. Quand tu es tout seul à pogner le gros serpent de la fin, puis qu'il faut que tu te remettes vite sur tes pieds, puis que tu repartes parce que tout le monde a continué, on s'entend, on est dans un mode où tu n'as pas beaucoup de temps de réfléchir et tout ça, tandis que là, on a pris le grand serpent, tout le monde en même temps. Donc, c'est le temps de prendre du recul, faire le bilan, regarder les opportunités. Il y en a plein. Peut-être que nous, on peut donner des services que peut-être un concurrent ne serait pas capable de donner aujourd'hui. Donc, de rester quand même visible autant auprès de nos clients, mais autant aussi peut-être auprès du marché peut aussi être des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas vu venir à ce moment-là. Si on enchaîne, puis je vous posais la question, selon vous, c'est quoi les différents impacts là, aujourd'hui que nos clients vivent à travers cette crise-là? Mais quand on regarde ce qui se passe un peu dans le milieu des affaires, Frédéric a animé, mon éminent collègue Frédéric a animé un webinaire la semaine dernière sur justement comment se préparer à la reprise. Puis j'ai vraiment aimé quand il parlait des 3 catégories dans lesquelles nos clients peuvent tomber. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ces 3 catégories-là, il y a une première catégorie qui est un peu les entreprises qui sont essentielles à la crise actuelle. Les autres connaissent une croissance là, extraordinaire. Peut-être que la croissance qu'ils avaient prévue pour quelques années, ils viennent de la vivre en un mois. Là. Donc, les autres sont dans un bouleversement. C'est positif. Tout le monde, je pense que chaque entrepreneur aimerait vivre ça, mais quand tu es dedans, c'est pas si facile. Il faut adapter toute la structure. Donc, pour eux, leur quotidien a changé du tout au tout, puis ils doivent vivre avec, puis il y a des effets collatéraux. En fait, si eux vivent une grande croissance, puis ils explosent, bien, leurs fournisseurs aussi, par la bande, il y a un impact. Là.
Mais je pense, une vague. si je peux ajouter, Eric, c'est un couteau à double tranchant aussi parce que c'est une grande croissance à court terme qui nécessite de se réorganiser, mais en même temps, la crise, elle va s'estomper. Donc, il y a aussi le risque de vivre une grande décroissance par la suite. Puis ça c'est important que cette catégorie d'entreprises en soit consciente. Puis si vous vendez à ces clients-là, c'est aussi important d'en être conscient, puis de tenir compte de ça, d'ajuster la stratégie sur comment on répond à ça à court terme au niveau des ventes, mais après ça, on va faire quoi si on ne veut pas gérer une grande décroissance dans toute cette histoire-là? C'est ça, comment on va tenir le rythme, là? Exact. Ça peut être un peu piégé, tout ça. Exact. La deuxième catégorie, c'est des entreprises qui ont carrément disparu, disparu de façon temporaire, encore une fois, mais au monde du spectacle. Et même si la santé publique annonce qu'on peut se déconfiner dans 3 semaines, je pense pas qu'on va avoir des grands rassemblements dans des théâtres où tout le monde va aller se coller les uns sur les autres. Donc, cette industrie-là, ça va prendre plusieurs mois probablement avant qu'ils retrouvent le rythme d'avant. Donc, pour eux, c'est extrêmement difficile. Il y a une autre catégorie qui, eux, c'est un peu entre les deux, où une partie des activités qui a été affectée, puis dès la reprise, tout va revenir à la normale. Ça va avoir été comme un mauvais moment à passer. Certains n'auront pas survécu, mais la plupart vont revenir, puis vont retrouver le rythme d'avant. On pense à la construction, par exemple, ou à des ateliers d'usinage, des entreprises comme ça, mais la production va repartir. Donc, en tant que vendeur, il faut un peu s'adapter à ce contexte-là puis réfléchir à que vit mon client que j'essaie de contacter, puis s'adapter à ce contexte-là, puis poser les bonnes questions. Je pense que ça prend une curiosité authentique de dire comment ça va, comment ça se passe, c'est quoi les impacts. C'est une bonne façon d'amorcer des discussions. Je veux... Puis c'est de s'ajuster, là. Je veux faire du millage sur ce que tu dis, Eric, c'est de s'ajuster. Puis c'est ça aussi le rôle de quelqu'un au niveau des ventes. C'est quand tu es dans les ventes, tu as plein de facteurs que tu ne contrôles pas qui influencent tes résultats, hein, parce qu'ultimement, c'est comme ça qu'on mesure la contribution de quelqu'un aux ventes. C'est basé sur ses revenus. Puis hors crise, il y a la concurrence, il y a les clients, il y a plein de facteurs incontrôlables. Là, ben, il y a un facteur incontrôlable que personne n'avait vu venir, qui est la crise. Ben là, c'est le rôle de la personne aux ventes de travailler plus fort, je vais dire, pour être capable d'arriver à générer ces résultats-là. Il y a un client qui m'a parlé il y a 2 semaines, il dit, vous prêchez vraiment par l'exemple, hein, chez vous, il dit... dans la crise, on vous voit vraiment travailler 2 fois plus fort, puis être 2 fois plus présent, puis visible, puis on voit que vous avez ajusté votre niveau d'effort à ce qui est en train de se passer. Fait que je trouvais son commentaire intéressant parce que je ne l'avais pas consciemment réalisé. Lui, il l'avait vu de l'extérieur, mais effectivement, c'est le réflexe à avoir. Donc, il faut ajuster son niveau d'effort pour être capable de maintenir son niveau de résultat malgré ces facteurs incontrôlables-là qui viennent nous affecter. C'est sûr, Eric mentionnait la deuxième catégorie d'entreprise où, dans le fond, si vous vendez au spectacle, aux événements, au tourisme, à l'aviation... Dans un spa, les spas. Les spas, d'après moi, c'est pas je veux dire, peut-être qu'on va retrouver je veux dire, c'est des impacts majeurs, là, on s'entend. Question gouttelette, c'est pas optimal. Là. Non, c'est ça. Fait que, je pense que je reviens à mon histoire de mon jeu de serpent et échelle. Ben, de là, justement, à prendre un pas de recul durant cette crise-là, d'être stratégique avec mon équipe de vente, avec mon équipe de marketing, avec mes dirigeants, justement, de dire qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour qu'on puisse continuer à vivre dans le marché malgré tout. Je dis n'importe quoi. Supposons qu'on a des huiles essentielles spéciaux dans notre spa, ben, c'est peut-être de commencer à faire la vente. Il y a une couple d'affaires, ça ne ramènera pas tout le marché, on s'entend, mais je veux dire, il y a une couple d'affaires comme ça qui peut dire, ben écoute, pourquoi pas vivre la sensation du spa chez vous? Voici, on vous présente, voici nos sels de mer. Je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est pas de recul-là qu'il faut prendre pour pouvoir mieux rebondir à ce moment-là par la suite. Être capable de prendre conscience de la fragilité de tout ça aussi, de construire des entreprises qui sont un peu, tu ne peux jamais être bulletproof à tout.
Mais ça amène, on se rend compte que tout ça est fragile, hein, l'économie, là, ça a pris quelques jours là, où le gouvernement devait aider, puis il voyait tout tenait par un fil. Là. On est un peu dans le déni au quotidien, mais c'est ça pareil. Donc, ça amène comme une nouvelle réflexion de dire, il faut construire des choses solides, puis l'entraide, c'est pas juste un échange d'argent. Là. Il y a aussi une entraide, puis c'est beaucoup une question d'attitude. Autant en vente que du côté entrepreneurial, que du côté employé. On peut pleurer une petite boule dans le coin du salon, mais on n'a pas le choix de faire avec. Là. Fait qu'aussi bien être positif, aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher de ça, d'aider, de donner, puis le reste va venir. Là. C'est la loi de l'attraction. Là. Tout à fait. Ouais. Il y a des opportunités dans les marchés qui vont bien, il y a des opportunités dans les marchés qui vont moins bien. Puis, Éric faisait référence au webinaire justement que je donnais, puis je parlais de Charles Sirois qui avait une analogie avec le lac. Là, dans le fond, ton marché, c'est le lac, puis dans le fond, c'est le niveau d'eau dans le lac, fait que ça va un peu avec les différentes catégories. Mais il parle également du cycle entrepreneurial. Donc, c'est sûr que ça déclenche en ce moment ce cycle entrepreneurial-là. Là. Tu parlais de l'exemple du spa, de se réinventer, de revoir son modèle. Là, donc, ça force en fait la mise en place où ça rallume le cycle entrepreneurial, ce qui est en train de se passer présentement. Puis il y a des belles choses qui vont émerger de ça. J'ai un collègue dans l'équipe qui m'a envoyé un article, puis ça faisait la liste de toutes les compagnies qui avaient été lancées dans la dernière crise, la crise financière de 2008-2009. Il y avait entre autres Dropbox, il y avait plein de noms bien connus aujourd'hui qui ont émergé de la dernière crise. Donc, assurément qu'il y a des nouveaux modèles qui vont émerger de la crise actuelle. Puis ça aussi, je pense que c'est un autre élément. La crise est unique d'un point de vue santé publique, d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue affaires, ce n'est pas la première crise qu'on traverse. Donc, je pense aussi que c'est possible de regarder l'histoire pour être capable de mieux prévoir aussi qu'est-ce qui va arriver. Donc, dans cette incertitude-là. Oui, tout à fait. Ça, puis le dernier cycle positif a été quand même assez long. Fait que ça fait quand même un bon moment, en tout cas du moins au Québec, là, que les gens ont le vent, les entreprises ont le vent dans le dos. Là. Mais là, la courbe est en train d'avoir, puis on va avoir le vent d'en face. Fait que là, on va pouvoir pédaler d'une autre façon. Là. La tarte rétrécie. Fait que là, pour manger la même chose, on va pouvoir aller chercher des pointes plus grosses. Là. Oui, tout à fait. C'est le temps de se préparer. On a la chance de pouvoir prendre un pas de recul, comme tu disais, Stéphanie, puis réfléchir, puis vraiment planifier ce retour-là, puis se réinventer. C'est une belle chance. Je pense que dans quelques années, quand on va regarder ça, on va se dire finalement, c'est peut-être la plus belle chose qui est arrivée. Bien, tout à fait. Fait que vous l'avez dit tout à l'heure, de repenser son modèle d'affaires, de revoir peut-être des niches du marché où on n'était pas présent, de revoir aussi peut-être c'est quoi nos différenciateurs dans notre organisation, qu'est-ce qui en fait met en lumière ce que nous on a versus mes compétiteurs, nos concurrents. Je pense que c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre le temps de réfléchir et de revoir différemment. Là, on ne peut pas dire, exemple, ce qui nous différencie, c'est notre notoriété des 60 dernières années. C'est encore là, mais quand la course va repartir, parce qu'on a tous nos petits pions au départ du jeu de serpent et échelle, c'est pas celle-là qui va faire la différence. Fait que là, c'est de prendre le temps de réfléchir à tout ça pour s'assurer qu'on s'amène ailleurs quand ça va être le temps de rebondir tout au long. Fait que justement, je voulais voir avec vous, à quoi on peut s'attendre face à cette reprise-là pour notre équipe de vente et tout ça. Comment vous voyez ça? Oui. Éric, vas-y donc. Oui, en fait, probablement que l'économie va être grandement affectée par tout ça. Puis, je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai parlé à plusieurs chefs d'entreprise dans les dernières semaines. Puis, comme on dirait, j'ai dénoté comme deux catégories. Il y a des gens, justement, qui sont comme très réalistes, concrets, pour dire, OK, il arrive ça va être difficile, la suite. Puis il y en a d'autres, on dirait qu'il y a un certain déni où ils se disent, OK, il faut juste se fermer les yeux, puis se couvrir les oreilles, ça va passer, puis tout va revenir comme avant. Puis, bon, on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, mais j'ai comme plus tendance à penser, moi, qu'on va être affecté pendant plusieurs mois ensuite, puis l'économie va être grandement impacté par cette crise-là, puis ça ne sera pas comme avant. Ça ne sera pas comme avant. Donc, l'impact pour les vendeurs, c'est que là, les acheteurs vont être beaucoup plus
sensibles au prix, n'est-ce pas? Oui. Il va y avoir une pression très, très forte sur les prix. La concurrence risque d'être beaucoup plus haute, beaucoup plus forte qu'avant. La tarte a rétréci. Là. Tout le monde veut un morceau plus grand. Oui. Donc là, il faut se différencier. C'est pas la même chose. Là. Comme je disais tantôt, on a le vent d'en face. Fait que là, comment on gère notre énergie pour réussir à conserver nos parts de marché, à en chercher d'autres pour maintenir le rythme qu'on avait avant. Il va probablement avoir des gels de dépenses chez nos clients. Donc, comment on gère ça? Comment on garde notre place, nous, comme fournisseurs? Oui. Puis, tu l'as dit, Éric, là, pendant les 3 dernières années, là, on ne se le cachera pas, l'économie allait bien, il y en avait pour tout le monde. Les vendeurs avaient le vent dans le dos, fait que ils prenaient des commandes aussi vite qu'ils étaient capables de les écrire. Là ça ne sera plus ça. Là. Donc, ça ne sera plus de la prise de commande, puis ça ne sera plus du transactionnel. Là, ça va prendre des vendeurs qui sont capables de vendre dans ces conditions-là qui vont être plus difficiles. Éric l'a dit, là, de se différencier, d'être capable de vendre la valeur pour être capable de soutenir les marges dans ce contexte-là, de convaincre des clients qui sont en gel de dépenses ou en budget plus limité d'investir. Donc là, ça ne sera pas les mêmes conditions au retour. Là, restera à savoir à quel degré ça sera vrai, à quel point ça sera sévère ou pas. Effectivement, on n'a pas de boule de cristal, mais encore là, basé sur notre expérience des crises précédentes, on peut assumer ça. Moi, je me rappelle, j'ai fondé Prima en 2007. Il y a eu la crise pas longtemps après, mais 2009-2010, jusqu'à 2014, pendant 4-5 années, c'était tout le temps le même scénario. On a été affecté par la crise, on est en décroissance, on est flat, on essaie de se sortir de ça, on a fait de l'essai-erreur. Fait que ça a duré 4 ans après la crise, la dernière fois que c'est arrivé, où ça a affecté les entreprises, où est-ce que ça a affecté la croissance, parce que justement, ils n'étaient pas prêts à faire face à ça. Puis quand l'économie va bien, ça cache les défauts, ça cache les faiblesses. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu as dans ton équipe tant que ça ne se met pas à être plus difficile. Fait que là je dis, c'est un peu la marée était haute, l'eau va baisser, là, puis là, on va voir le fond, puis on va voir les faiblesses, puis on va voir ceux qui sont réellement capables de vendre, de gagner dans des circonstances plus difficiles, de ceux qui coastaient puis qui faisaient justement de la prise de commande puis que ça s'arrêtait là. Oui, tout à fait. Donc, on va voir la différence entre ceux qui surfaient sa vague, l'expression, et ceux qui avaient vraiment les qualités, les compétences nécessaires pour pouvoir vendre. Puis écoute, ça m'amène une question. En fait, justement, au sortir de tout ça, quand on sait que le monde d'hier ne sera plus le monde de demain, c'est quoi les compétences qui vont être le plus recherchées chez nos vendeurs? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre le plus là, à l'affût pour qu'on puisse, à ce moment-là, aller soit rechercher notre marché ou aller chercher d'autres opportunités? Ça va être quoi ces compétences-là qu'on va avoir besoin dans notre équipe? Bien là, je pense que la priorité, c'est vraiment de capitaliser sur les joueurs clés. Tu sais, les joueurs qui sont capables, qui sont responsables, qui sont imputables de leurs résultats, qui sont capables de travailler de façon indépendante, parce que là, on a beaucoup moins de gestion. Ça prend des gens qui sont capables de se démarrer le matin puis se mettre en action. Ça prend des gens qui prospectent, qui continuent à prospecter. Puis là, je pense que c'est un très, très bon moment pour voir ceux qui continuent à prospecter, malgré ça, malgré l'adversité, malgré la crise, ils continuent à prospecter, ils restent en action. Là, tu as une autre catégorie qui se trouve des excuses, qui disent ah, ben là, il y a une crise, fait que c'est pas le temps, je vais écouter Netflix. Je vais déranger mes clients, c'est pas le temps, fait que je vais faire d'autres choses. Fait que là, on va commencer à voir vraiment une ligne se tracer entre ceux qui ont du succès ou ceux qui ont vraiment ce qu'il faut pour réussir et ceux qui avaient un certain succès parce qu'ils surfaient, comme tu dis, sur la vague. Mais maintenant, je pense que ce qui va arriver dans les prochains mois, c'est qu'il va falloir avoir des équipes qui sont beaucoup plus efficientes, faire beaucoup plus avec moins, puis atteindre cet équilibre-là. Puis ça prend un certain courage pour les entrepreneurs pour pouvoir laisser aller les joueurs moins performants et garder et motiver davantage ceux qui sont le plus performants. Puis là, il y a un grand piège là-dedans. Il y a un piège qui est majeur, qui est comment on détermine ceux qui sont performants et les non performants. Comme disait Frédéric tantôt,
tout le monde, même ceux qui étaient moins performants, étaient un peu cachés de par les circonstances. Fait que là, comment on va juger de ça? Qui on garde pas? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que certains pièges, je dirais, à éviter là-dedans. Le premier piège, ce serait de regarder seulement les chiffres. Combien ils ramènent? Combien le vendeur ramène? Là, je m'adresse au chef d'entreprise. Si vous regardez votre vendeur 1, combien il ramène, ce n'est pas nécessairement ce qu'il va ramener dans le futur. Pourquoi il y avait du succès? Est-ce qu'il y avait le meilleur territoire? Est-ce qu'il y avait le meilleur portfolio, le meilleur portefeuille de clients? Si on lui demandait de rebâtir ça demain matin, est-ce qu'il serait capable? Fait que c'est pas parce que celui qui est le plus performant était le plus performant qu'il va l'être dans la nouvelle réalité. Le plus gros revenu que c'est lui qui va l'avoir, effectivement. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement parce que c'est le meilleur vendeur. Puis, vas-y, Éric, excuse-moi, j'irai après. OK. Non, mais je disais aussi, un autre piège à éviter, c'est la rémunération. C'est pas parce que c'est celui qui gagne le plus cher, on va se débarrasser de celui qui nous coûte le plus cher, mais c'est peut-être sur lui que repose une grande partie du revenu. C'est peut-être un joueur clé dans l'entreprise, puis là, ça serait un peu, c'est peut-être un problème de façon de rémunérer qui est en arrière de ça. Puis on traverse une crise, peut-être que vous avez besoin un peu d'aider certains qui ont des salaires variables avec une grande portion de variables, je veux dire, peut-être les aider un peu pour traverser la crise, mais c'est peut-être des joueurs que vous avez vraiment besoin pour continuer. Vous avez besoin de le garder dans l'équipe. Le garder motivé et engagé. Oui, c'est ça, exactement. L'ancienneté non plus. On ne garde pas un vendeur parce que ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. On garde les vendeurs qui contribuent le plus à l'équipe, plus au succès. Fred, qu'est-ce que tu allais dire? Bien, je revenais à la question de Stéphanie. Je fermais la boucle là, sur les compétences. Fait que les compétences, c'est... tu as nommé plusieurs qualités importantes, Éric, sur l'imputabilité. Tout ça mis ensemble, c'est la capacité à travailler à distance dans la crise. Ça, c'était quelque chose qu'on ne parlait pas beaucoup avant. Là, on en parle beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui peut réussir à distance. Ça, c'est un. Puis après ça, au sortir de la crise, bien, ça va être les vendeurs qui ont une bonne compétence à vendre de manière consultative. Ça va être les vendeurs qui sont capables de vendre la valeur. Puis ça va être les vendeurs qui sont capables de qualifier adéquatement leurs opportunités. Puis on pourrait ajouter à ça la prospection, effectivement, qu'Éric parlait tantôt. Donc, ça va être ça, les compétences importantes. Puis pour les entreprises, ça va être de vous assurer que vous avez un processus de vente formel en place qui vient supporter ça, qui vient supporter la vente consultative, qui vient supporter la vente de valeur. Puis on n'est pas là. On est à 25 % d'entreprises qui ont un processus de vente formel. Puis là, je ne parle même pas si ce processus-là il est optimisé pour supporter vendre la valeur, puis vendre de manière consultative, puis qualifier adéquatement les opportunités. Donc ça, là, ça va vraiment être les différenciateurs. On a sorti des tableaux là, qui sont très probants, justement, entre le top 5 % des vendeurs versus le 50 % des vendeurs le moins performants, là, puis on le voit là, de façon très claire, l'impact de ces compétences-là sur la capacité à réussir dans les conditions dont on parlait tantôt. Oui, peut-être, Frédéric, si vous nous parlez aussi, je pense que ce qui est important, c'est la volonté, l'ADN aussi. Ça aussi, effectivement, qui sont importants en tout temps, mais encore plus là, dans les circonstances actuelles. Puis, il n'y a pas aussi... Beaucoup de gens en vente compensaient certaines faiblesses en allant voir leurs clients. Là, tu ne peux plus aller les voir. Fait que là, ça aussi, là, ça fait exposer certaines faiblesses parce que là, tu ne peux plus compenser là, en te déplaçant. Non, tu ne peux plus te cacher. Là. C'est ça. Mais remarque que, tu sais, on peut tout le temps le faire en Zoom. On peut, tu sais, je veux dire, la proximité, même si on n'est pas un à côté de l'autre puis on se serre la main, on va devoir justement apprendre à compenser avec justement des moyens comme ça qui va. Puis là, je pense que tout le monde, cette technologie-là, que ce soit Zoom, Teams ou nommez-la, là, je crois que ces technologies-là vont faire la différence maintenant tu sais, de notre relation, tu sais. Oui. Moi, ça dégage du temps. Oui, c'est ça. Bien, exactement. Moi, je pense que ça va changer la vente par la suite. Je pense que là, c'est vraiment nécessaire d'aller voir le client. Je pense que ça va vraiment changer la façon de réfléchir de ce point de vue-là. Donc, ça va avoir forcé ça, la crise. Puis, je ne dis pas que ça va être 100% ça, mais c'est clair que ça va changer les façons de faire.
puis que ça ne sera plus pareil là, du point de vue des attentes face aux vendeurs par la suite. C'est ça, les vendeurs à l'ancienne qui faisaient leur run de lait, là, qui partaient le matin pour aller visiter des clients, puis ils se promenaient sur la route, puis il n'y avait même pas d'objectif avec le client. C'était comme juste pour garder contact, faire un high five, puis jaser, prendre un café. Puis ils faisaient ça à semaine longue. Mais tu sais, je veux dire, moi-même, là, je m'en rends compte, je travaillais déjà beaucoup à distance, mais là, encore plus, là, je suis 100% à distance, mais ça dégage tellement de temps, je peux tellement en faire plus dans la journée. Tu sais, je peux aller courir le matin, je reviens, je prends ma douche, je suis prêt, j'ai pas besoin de me déplacer. Mais ça, pour la conciliation travail-famille, tu sais, ça a plein d'avantages, là. Oui, tout à fait. Vraiment. Puis juste le fait de pouvoir, tu prends une rencontre avec un client, de pouvoir enregistrer la rencontre, ça évite. Oui. C'est ça, ça évite de prendre beaucoup de notes. Tu sais, quand on prend des notes, oui, ça augmente la rétention, mais pendant qu'on prend la note, on écoute moins. Tandis que là, ça permet de dire, hey, c'est quoi déjà qu'on avait dit dans le meeting? C'est pas le réécouter, puis réécouter le meeting, puis pouvoir dire, ah oui, c'est vrai. Il y avait une raison que j'avais pas saisie, ou ça m'est sorti de la tête. Oui. Il y a plein d'avantages, là. Tout à fait. Capitaliser là-dessus. Fait que ça veut dire que, tu sais, je veux dire, là, le momentum est bon pour évaluer mes talents, prendre le temps de regarder tous mes joueurs clés dans mon équipe de vente, prendre le temps aussi de voir ceux qu'on pense, parce qu'il y en a que ça fait longtemps, on les connaît, nos gens, ceux qu'on pense qui ont justement ces compétences-là déjà, puis que, tu sais, on pense que ça va être les joueurs clés, puis qu'on n'a pas besoin nécessairement de supporter là-dedans, puis de regarder peut-être ceux qu'on pense qui ont besoin un petit peu de fine-tuning, puis peut-être prendre le temps de faire du coaching et tout ça. Tu sais, je reviens juste, mais tu viens de dire, tu sais, ce qui est le fun, je pars mon Zoom part automatiquement puis il s'enregistre. Fait que même pour faire du coaching avec mes vendeurs dans le futur, je vais être capable d'aller voir comment il y a eu sa rencontre avec la personne, pourquoi ça n'a pas été booké, puis peut-être des fois d'aller dire, hey, penses-tu, tu aurais peut-être pu faire ci, tu aurais pu saisir cette opportunité-là, tu ne l'as pas vue. Fait que ça va nous amener même une coche plus loin, mais à même devenir plus compétent avec notre équipe de vente. Oui, c'est ça. Puis ne serait-ce que de l'auto-coaching aussi, de se regarder, c'est aussi très formateur de dire, ah ouais, OK, tu sais, j'avais l'impression, je pensais que j'avais beaucoup d'écoute, mais je parle presque tout le temps puis je n'écoute pas mon client. Fait que plusieurs personnes peuvent même s'auto-coacher. Oui. C'est quand même une valeur, là. Oui. Même, ça permet aussi de prendre les rencontres de tes plus performants. Tu peux mettre ça dans ton onboarding plan. Tu peux dire, regarde, ça ressemble à ça, une rencontre chez nous. Ça peut aussi créer du matériel pas disponible en temps normal pour vraiment entraîner tes autres vendeurs. Puis, point de vue technologie, on le voit plus dans les départements de vente interne, mais maintenant, il y a des trucs assez avancés avec l'intelligence artificielle qui peut prendre une conversation au téléphone ou de vente, puis là, dire, bon, ben ton vendeur, il a parlé combien de pourcents du temps versus ton client, qui va faire des analyses comme celle-là. Y a-tu des mots importants, clés, c'était-tu dans la conversation, ou y a-tu des mots que tu ne veux pas que ton vendeur mentionne qui étaient dans la conversation? Combien de questions ton vendeur a posées? On est là, cette technologie-là, elle est disponible. Comme je dis, on l'avait plus aux ventes internes, au téléphone, parce qu'on a la téléphonie IP. Mais là, même pour les vendeurs externes qui font du virtuel, là, soudainement, c'est un nouveau, c'est ça, on peut analyser dans le fond ces conversations-là aussi. Donc, je pense que ça va faire aussi avancer toute cette technologie-là, l'utilisation de l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé avant la crise, là. Donc là, ça va accélérer aussi ce genre d'outils-là, puis ce genre de data-là. Puis je pense que le marketing a fait cette transition-là bien avant, là, d'avoir vraiment beaucoup de data, que ça soit nourri par de la donnée. Je pense que justement, la dernière crise a été le point tournant au niveau du marketing. Là, peut-être cette crise-là va être le point tournant au niveau des ventes, où là, on va avoir un niveau de data beaucoup plus grand. Puis on n'est pas habitué à ça au niveau des ventes. On le voit, là, juste d'analyser l'équipe, qui est juste une photo à un moment donné, là, c'est quelque chose qui est nouveau pour les organisations de vente. Mais là, on risque d'assister à ça sur une base beaucoup plus régulière, beaucoup plus constante, ne serait-ce que par justement le vecteur des rencontres virtuelles. Oui, puis avec ça, la ligne va se tracer de plus en plus entre les joueurs performants qui, eux, s'adaptent à ça. C'est une nouvelle réalité. Go, je réussis à avoir du succès. Ceux qui venaient combler des faiblesses par les visites, par le téléphone, par on ne sait pas quoi, eux autres vont venir vraiment être l'autre côté du ravin.
Puis là, la craque va s'élargir entre les deux. Va se creuser, tout à fait. Oui, le gap va se creuser. J'ai une question de Mike. Mike demande, en tant que directeur des ventes, à quelle fréquence devons-nous demeurer en mode coaching avec nos représentants en ce moment là, en situation de crise? Bon, très bonne question. Écoute, je pourrais laisser la balle à Fred, voir s'il a la même opinion que moi. Moi, je dirais la même fréquence qu'avant. Donc, coaching quotidien, de façon quotidienne, un appel. Puis même si c'était un appel avant, pourquoi pas faire du vidéo? Tu sais, tout le monde est un peu isolé, chacun chez soi. Pourquoi pas un appel vidéo en équipe? Même augmenter, si on a plus de temps, augmenter la fréquence de coaching pour être certain que chacun vit bien avec la nouvelle situation. Faire des rencontres d'équipe au moins une fois par semaine, l'équipe des ventes, tout le monde ensemble. Garder le rythme, tout ce qu'on peut garder d'avant en termes de bonne hygiène de coaching, gardons-le. Puis si on ressent le besoin de l'augmenter, de par le fait qu'on a plus de temps ou on ressent plus de besoins parce que certains membres sont peut-être affectés ou on doit se réadapter, bien, profitons-en de ces moments libérés-là pour en faire un peu plus. Fait qu'au minimum à chaque jour, du coaching, c'est comme une douche. Je n'avais pas entendu, celle-là est excellente. Tu peux sauter une journée de temps en temps, mais c'est exceptionnel. C'est quotidien, effectivement. Je pense aussi qu'il faut être conscient que la nature des défis est différente. Par contre, là, donc, on risque de devoir coacher les représentants sur des éléments différents. Peut-être qu'il y en avait qui ne demandaient pas souvent de l'aide, qu'on ne coachait pas souvent. Là, c'est le temps de le faire sur une base quotidienne. Pour beaucoup de vendeurs, surtout ceux qui sont sur la route, il faut qu'ils réapprennent, qu'ils retrouvent leur point de repère. Là, j'ai plus mon client en face. Il faut que je fasse ça par téléphone. Même si on se voit avec un Zoom, il faut retrouver ses points de repère. Ce n'est pas la même chose. C'est pas donc de réapprendre à ça. Fait que je pense qu'il y a énormément d'opportunités de coaching en ce moment pour les gestionnaires des ventes auprès de leurs vendeurs, même leurs vétérans dans l'équipe là, qui doivent un peu réapprendre, se réapproprier leurs recettes. Donc, c'est critique l'aspect du coaching. Oui, puis ce qu'on voit souvent, là, c'est on a souvent tendance à mettre le coaching ou le plus d'efforts dans les joueurs les moins bons, les moins performants pour réussir à augmenter leur niveau. Ça, c'est un piège qu'il faut faire vraiment attention. Parce que souvent, il y a beaucoup d'opportunités qui sont dans les joueurs qui sont déjà performants. De faire plus de coaching, les aider plus, permet d'aller chercher des gains beaucoup plus grands. Fait que là, c'est un bon moment, je pense, pour vraiment, comme je disais tantôt, avoir une bonne hygiène de coaching avec chacun, puis dire, ben oui, je travaille sur mes joueurs qui ont plus besoin d'aide, mais ceux qui sont déjà performants, il faut les rendre encore meilleurs. Il faut être là pour eux. Il faut voir comment on peut les aider. Et un autre truc que je voudrais dire aussi sur le coaching en ligne, puis sur les rencontres virtuelles, il faut faire attention aux doubles écrans et aux distractions. Oui. C'est pas parce que, souvent, dans un face-to-face, je pense que tout le monde comprend qu'on ne prend pas son téléphone, puis même s'il est à l'envers sur la table, on le garde dans ses poches, on s'assure d'être vraiment focus. Mais là, c'est facile d'être sur un Zoom, puis avoir l'iPad à côté, puis de scroller sur Facebook ou répondre à un email sur son iPhone. Je pense qu'il faut ne pas déranger, rester dans le moment présent. Quand on fait une rencontre avec quelqu'un, on fait une rencontre avec quelqu'un. Le double écran, il faut que ça soit pour prendre des notes. Juste de demander, mets ton Zoom en plein écran, de le demander, mets-moi plein écran, pour justement limiter ces distractions-là. C'est un super bon point, Éric. Oui, tout à fait. Puis, je pense que je fais le parallèle, mais c'est-à-dire que ce soit mon équipe de vente ou que ce soit mon équipe, n'importe quelle, d'achat, d'approvisionnement, n'importe quelle équipe, quand on travaille en remote, en télétravail comme ça, justement, l'isolement vient aussi être un enjeu, donc de rester branché avec nos gens. Il faut continuer à développer notre culture, l'engagement, la motivation, mobiliser nos gens. Donc, c'est en étant en contact qu'on demeure justement linké avec ça. Je pense que c'est dans des temps comme il se passe présentement que notre culture prend plus sa forme encore parce que mes valeurs, c'est le travail d'équipe, puis que présentement, que ce soit avec mon équipe de vente ou mes autres équipes, je suis pas en train de travailler en équipe parce qu'on est en télétravail. On s'entend que je suis à côté de mes valeurs. C'est pas mon ADN. Tu comprends? Fait que c'est dans des moments difficiles, des moments de situation de crise comme ça que tu vois surgir, tu vois vraiment les vraies valeurs. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce que, puis de l'entretenir, ça, c'est super important. Là, donc, d'avoir des rencontres de façon
fréquentes, d'avoir une façon de pouvoir échanger ensemble, de prendre ce moment-là justement pour essayer d'amener la collaboration puis de dire, écoute, toi, Marc, tu as des super bonnes pratiques quand tu es en one-on-one avec un client. Est-ce que tu pourrais, avec le reste de l'équipe, d'ici vendredi, peut-être préparer une petite capsule pour les aider à voir comment toi, tu fonctionnes? Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui fait qu'en même temps, ben là, moi, Marc, je suis contente que, tu sais, je veux dire, ça me fait de la reconnaissance, premièrement. Puis, ça me permet de faire un beau partage avec le reste de mon équipe aussi. Donc, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il faut essayer de garder le plus possible vivant tout au long de cette crise-là, je pense. Hein? Que ce soit Assurément d'accord. Moi, je sais que j'en profite pour faire du lobbying auprès de mes clients, à dire là, c'est le temps de mettre ta quotidienne en place avec ton équipe des ventes. Fais-la ta quotidienne, tu vas voir si tes joueurs, Éric en parlait, oui, le coaching quotidien, mais aussi le matin. Réunion d'équipe, je sais que chez nous, chez Prima, là, ça fait des années qu'on l'a fait, mais là, justement, on l'a fait en vidéo, on se voit le matin, pas juste au téléphone, puis ça assure que tout le monde est prêt, que le moral est bon, puis c'est ça qu'on va affronter notre journée. Fait que je pense que s'il y en a qui étaient hésitants par ça, puis je sais que tu préconises ça aussi, Stéphanie, là, c'est le temps ou jamais de mettre ça en place, mettons. Oui, tout à fait. Tout à fait. Notre système de gouvernance, que ce soit notre rencontre hebdo pour pouvoir aller travailler nos priorités puis s'assurer que ce qu'on était supposé faire la semaine passée a été fait puis que tout le monde est aligné sur ce qu'on va aller faire cette semaine et nos rencontres quotidiennes qui nous permettent justement à 8h30, puis de le mettre de façon très rigoureuse, 8h30 tous les matins. Ben, quand je m'en viens puis que je m'en viens à une rencontre comme ça, habituellement, je m'organise pour être prête, avoir revu mes affaires, être prête aussi dans le sens je ne vais pas arriver avec ma couette sur la tête, mon pyjama, tu sais, souvent ça amène que ça oblige à débuter sa journée. Hein? Des fois, on dit, je suis mêlée dans mes priorités, il y en a trop et tout ça. Ben, quand j'ai une quotidienne, je suis obligée de prendre le temps de me préparer et de dire c'est quoi que j'ai sur la planche aujourd'hui. Et quand je le fais, ça m'aide à me préparer à ce moment-là. Fait que oui, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Fait que là-dessus, on prône les mêmes choses. Certain. Je suis un peu curieux, Stéphanie. Tu parles à beaucoup d'entrepreneurs, tu as plein de clients, que tu coaches, tu fais de la planification stratégique. C'est quoi un peu l'état d'esprit des entrepreneurs? Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Oui. Ben écoute, je pense que vous le voyez, vous aussi, vous les côtoyez. Il y a ce bel esprit-là que tu parlais tout à l'heure, Éric, d'entraide, de support, de je donne au prochain et tout ça qui est génial pour l'humanité, je vais le dire comme ça, honnêtement, parce que c'est un beau virage. Ça a obligé ça, puis je pense que ça nous le prenait peut-être à quelque part. Mais en même temps, tu as soit deux types, tu as des gens, tu les as nommés tantôt, là, tu en avais trois. Il y a des gens qui sont vraiment, c'est difficile parce que leur business est très gravement touché. Restaurateurs ou quoi, je veux dire, c'est plus des gens qui aujourd'hui, s'il n'y avait pas de commerce en ligne, ils vont s'être virés sur un 10 cents puis ils vont l'avoir fait, on s'entend. Puis il y en a d'autres qui voient justement cette belle opportunité-là de prendre ce recul-là puis de dire comment je me réinvente. Ça fait 20 ans qu'on fait la même affaire puis qu'on se dit qu'on est bon parce qu'on fait la même affaire, mais là, notre réalité d'hier ne sera pas celle de demain. Qu'est-ce que je fais pour rebondir puis qu'on s'amène ailleurs puis de renforcer justement cet alignement-là puis cette synergie d'équipe-là avec ma gang justement pour qu'on puisse s'amener ailleurs, tout à fait. Puis ça va être ailleurs maintenant. Ça va être un new normal, un nouveau monde normal après ça. Fait que donc, il faut savoir justement avoir pris le taureau par les cornes avant pour pouvoir être. Ouais. Assurément. Vraiment. Fait qu'avec votre grande expérience de votre côté, puis là, vous autres aussi, vous les côtoyez, ces gens-là. Si vous aviez une phrase là, pour décrire le nouveau monde dans lequel on va être par la suite, ça serait, là, je vous prends à brûle pour point, ça serait quoi? Ça serait quoi ce nouveau monde-là? Comment vous le voyez? Parce que, tu sais, nos leaders d'hier, qu'on disait qu'ils étaient des leaders des fois charismatiques ou inspirants ou directifs ou un leader d'expérience, parce que ça fait 25 ans qu'il fait ça. Tu sais, comment vous voyez ce nouveau monde-là, ces nouveaux leaders-là, que ce soit en vente ou... tu sais, comment vous voyez qu'il faut se réinventer ce nouveau jour-là? On dirait que le mot qui me vient spontanément à l'esprit, c'est l'authenticité. On dirait que ce que je ressens depuis quelques semaines, puis j'espère que ça va durer, c'est une sorte d'authenticité des gens, que ce soit en vente
ou du côté des achats des entrepreneurs, on dirait qu'il y a beaucoup moins de stratégie ou d'agenda caché dans les discussions. On dirait que tout le monde est plus ouvert. Les discussions sont beaucoup plus directes. On a moins besoin de faire certains préliminaires pour ouvrir la discussion vraiment plus profonde par rapport à avant. J'espère que ça va rester. Puis on dirait que justement, de travailler à la maison avec des enfants, avec ça fait que tu vois des gens qui font des meetings, puis il y a un enfant qui se met à courir en arrière, puis c'est le fun, tu sais. C'est la vraie vie. Oui, il faut rester professionnel. Oui, il faut avoir un certain environnement de travail, mais quand tu vois ça, ou quand je fais des interviews par Zoom, puis je vois quelqu'un qui est dans sa cuisine, puis on voit un peu on voit les armoires en arrière, ben, c'est correct. Puis ça amène, c'est ça, une certaine authenticité, c'est le mot qui me vient spontanément, puis j'aime bien ça. Je trouve ça le fun. Je trouve qu'on peut parler beaucoup plus ouvertement, on dirait. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, Éric. Effectivement, l'authenticité de voir les gens dans leur environnement. Là, il n'y a pas ce maquillage-là ou cet habillage-là où il faut être corporate, il faut être là, regarde, on est pris là, puis c'est ça, puis il faut faire avec. Donc, ça, je pense que ça va changer la nature. Et, moi, j'avais le mot, je pense qu'il va y avoir des phases, là, honnêtement. Je pense qu'il va y avoir une phase de lune de miel après. Puis là, le mot pour cette lune de miel-là, c'est bienveillant. Je pense qu'il va y avoir de la bienveillance, mais je pense qu'on va retrouver une partie de ce qu'il y avait avant, là, cette espèce de volonté de performance. Elle va revenir. Ça va prendre un certain temps, mais post-lune de miel, ça va revenir. Je pense que ça va aussi... Éric disait, bon, on ne peut pas se cacher au niveau des vendeurs. Moi, je pense qu'en ce moment, les leaders ne peuvent pas se cacher. Puis là, je pense qu'il y a plein de monde qui voit la vraie essence de la personne pour qui ils travaillent. Puis ça, je pense que ça va, pour les leaders bienveillants, ça va être payant au sens figuré. Là, ils vont emmagasiner, ils vont renforcer leur leadership. Mais je pense que pour ceux qui ne sont pas bienveillants, puis on le voit aux nouvelles en ce moment, là, on voit toutes sortes d'histoires d'horreur. Là, je pense que ça va être un wake-up call de dire hey, c'est-tu vraiment ça que je veux? Puis c'est-tu vraiment pour ce genre d'individu-là que je veux travailler? Puis je pense que ces gens-là pouvaient se cacher avant. Là, puis là, ça fait ressortir ça de façon très claire. Ça expose le mauvais leadership. Puis ça, je pense que c'est positif. Puis que ça va amener bien des leaders à se réexaminer de près. Voilà. Puis j'espère que même post-lune de miel, il y a un peu de cette bienveillance-là qui va pouvoir se conserver. La bienveillance dans la performance, je pense que en tout cas, c'est la meilleure combinaison qu'on peut avoir. Un équilibre pas toujours facile à avoir, mais un leader bienveillant, puis de se rappeler que la performance est un résultat de tout ça. Là. Donc, voilà. Oui, puis ce que ça m'amène à penser, j'aime beaucoup ce que tu dis, Frédéric, on dirait que ça amène à vraiment voir le why derrière une entreprise. Sont-ils vraiment juste là pour faire du cash, de l'ego corporatif, de faire du gros profit? Ou ils ont vraiment une partie d'une entreprise, ou dirigent vraiment une entreprise pour venir, pour une raison sociale ou parce qu'ils ont quelque chose auquel ils croient. Fait que là, c'est là que ça ressort. Là. C'est pas juste pour être cute puis avoir sur un site Internet une belle culture. Là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vraiment fortement ancré dans la culture ou c'est comme juste, comme disait Frédéric, du maquillage pour venir déguiser une soif de cash en arrière? Là. Je trouve ça intéressant. Ouais. Puis à ce moment-là, on arrive à la fin de notre rencontre. Pour conclure, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent là, de ce qu'on s'est parlé là, précédemment? Qu'est-ce qui est les facteurs clés? Qu'est-ce que vous pensez là, que les gens doivent partir avec là, en fermant leur Facebook tantôt? Là? Moi, je dirais de rien assumer, de s'ouvrir l'esprit, de ne pas assumer que les clients n'ont pas le temps, de ne pas assumer que notre voisin n'a pas besoin d'aide, de rien assumer, de juste rester en action. J'aimerais que les gens restent en action, continuent à faire leur truc, puis restent justement authentiques dans leur approche, qui soient dans l'esprit de donner, puis le reste va venir par la suite. OK, c'est bon. Moi, je dirais, depuis plusieurs années, on annonçait un peu la fin des vendeurs puis qu'il y en aurait plus, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'était la fin des vendeurs transactionnels, mais il y a un grand avenir pour les vendeurs consultatifs. On était déjà là-dedans, OK?
Puis de plus en plus, les vendeurs transactionnels étaient remplacés par du commerce en ligne. Puis même si on est en B2B, là, de plus en plus des portails en ligne, etc., là, fait que la crise va accélérer ça. Fait que là, c'est le temps d'examiner sérieusement où est-ce que vous êtes rendu là-dedans, où est-ce que vous êtes dans ce spectre-là. Là. Puis je pense que présentement, les business qui tirent le mieux leur épingle du jeu en termes de commercialisation sont celles qui sont en ligne, celles qui faisaient du marketing en ligne, du marketing de contenu, les vendeurs qui faisaient de la vente sociale. Fait que c'est le temps d'examiner ça, là, puis d'emboîter le pouce si ce n'était pas fait, parce que là, la crise actuelle va provoquer beaucoup plus rapidement, va accélérer cette nécessité de changement-là. Donc, pour moi, je pense que ça serait l'élément à retenir, là, que c'est le temps de prendre les actions présentement, puis encore là, de ne pas être dans le déni, comme Éric disait tantôt, puis d'être capable de regarder les choses en face, puis de façon pragmatique. Il faut dire que je suis très pragmatique, donc ça déteint. Effectivement, il va y avoir une sélection naturelle. La sélection naturelle va faire son œuvre dans les prochains mois. Là. Sur les vendeurs, sur la vente, effectivement, sur les entrepreneurs aussi, tant qu'à moi. Ça va accélérer des changements, des tendances, effectivement, qui étaient déjà là. Okay. Puis sur les vendeurs et sur les entrepreneurs au sens plus large, je pense. Parfait. OK. Fait que donc là, présentement, je prends le temps de me repositionner, je regarde mon équipe de vente, je prends le temps de regarder mes joueurs, je prends le temps de les évaluer, je continue mon coaching, je continue d'être proche d'eux à travers ce qui se passe et tout ça. Je suis en train de me préparer justement à les coacher et à se faire des stratégies pour mieux rebondir quand tout ça va s'être calmé puis qu'on va pouvoir aller de l'avant à ce moment-là. Puis justement, après ça, ça va être de poursuivre, mais sous un nouveau mode avec une télé-réalité comme on a là, avec des zooms et qui va faire qu'on va travailler différemment maintenant avec des compétences qui vont être différentes aussi. Exact. Puis je m'assure que mon équipe de vente, ma force de vente, reste elle aussi en action. Ouais. On peut se mettre des SMART goals. On appelle, chaque représentant appelle 2 anciens clients, 2 prospects, 2 clients existants à chaque jour. Chose comme ça, juste pour prendre des nouvelles, ça fait 6 appels. Quelque chose de smart, puis on reste en action, on pose des questions, puis juste ça, c'est déjà beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Fait que merci beaucoup de votre temps. C'est précieux. Vos conseils sont précieux. À chaque fois qu'on se rencontre, ça fait, je trouve ça, j'en apprends tout le temps. Plus, on aura la chance, l'occasion, on se trouvera d'autres sujets pour faire des Facebook Live. En fait, nous, on fait des Facebook Live à tous les vendredis. Puis tout à l'heure, je vous posais la question sur le nouveau style de leader et tout ça. La semaine prochaine, on va recevoir Stéphane Leblanc, qui est le fondateur de l'Institut du leadership conscient. Il va justement venir nous entretenir sur justement ces nouvelles tendances de coaching, de leadership, pardon, là, justement pour nous amener un petit peu ailleurs sur ça va être quoi nos leaders de demain. Fait que merci encore, les gars. Ça a été super qu'on se rencontre, tout ça. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très agréable. C'est un rendez-vous pour vendredi prochain.